Info Soir, RCF Vendée. Les mémoires des deux guerres mondiales, un sujet pluridisciplinaire sur lequel réfléchissent des élèves de première STMG du lycée Notre-Dame-du-Roc à La Roche-sur-Yon. Et dans le cadre de ce projet, ils ont assisté cet après-midi à une conférence de Pierre-Philippe Preux, un historien et membre de l'association Yarad Inunum, une association présidée par le père Patrick Desbois dont le but est de recueillir des témoignages sur une période sombre de la Seconde Guerre mondiale, la Shoah par balle. L'expression même Shoah par balle vient d'un journaliste du Point, dont j'ai oublié le nom, qui voulait en fait distinguer la Shoah des camps, qu'on connaît tous, de la Shoah par balle. Ça veut pas dire qu'il y ait deux Shoah, il y a qu'une seule et même Shoah, sauf que le mode opératoire donc diffère selon la localisation même des Juifs. C'est-à-dire que quand on est en Europe centrale et Europe de l'Ouest, il y a les camps d'extermination. Quand on est en Europe de l'Est, c'est-à-dire en ex-URSS, c'est-à-dire en Ukraine actuelle, au Bélarus, les États baltes, la Moldavie, l'Est de la Pologne, eh bien ce sont les unités de tueurs qui se déplacent de village en village, qui vont recenser les Juifs, mais aussi les Tziganes, et les exterminer. Et comment expliquer ce mode opératoire, entre guillemets, d'exterminer ces personnes en les tuant par balle? Alors c'est très simple, il y a un manque d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en gros, déplacer ces populations vers les camps d'extermination qui sont donc à l'ouest, c'est-à-dire en Pologne. Ce n'est pas possible. Donc ce sont les tueurs qui sont donc plus rapides, plus véloces, qui se déplacent donc dans des véhicules, soit par avion, etc. Et à l'arrière donc du front et des troupes pour encore une fois regrouper ces Juifs et les assassiner. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui ont été tuées par ce mode opératoire? Oui, alors on a une idée, elle est pas encore tout à fait précise, mais on table à peu près aux environs de 2 millions de personnes qui auraient été exterminées de cette façon-là. Donc dès le début de l'invasion allemande en URSS, en 22 juin 41, jusqu'au début 1944, c'est-à-dire à la fin de l'occupation donc allemande en ex-URSS. Donc de 41 à 44, à peu près 2 millions. Et depuis plusieurs années, le père Desbois et son équipe, dont fait partie Pierre-Philippe Preux, enquêtent sans relâche. Parmi les résultats de ces investigations, la découverte de centaines de charniers en Europe de l'Est et l'enregistrement de dépositions de plusieurs milliers de témoins. 3000 témoins là actuellement, parce que maintenant nous avons 3 équipes qui donc fonctionnent donc sur le terrain. Avant on n'avait qu'une seule, mais là c'est vrai qu'on a davantage de moyens et il y a urgence parce que les témoins qu'on interviewe sont en général très vieux et en très mauvaise santé aussi, donc ce sont les seuls à pouvoir localiser précisément où se trouvent les fosses communes et également la façon dont ces tueries se sont produites. Donc c'est il y a vraiment urgence à essayer de les trouver. Et comment vous utilisez ces témoignages? Une fois que vous avez fait ces témoignages, ce matériau vous sert à quoi ensuite? Alors déjà, dans un premier temps, il nous sert à localiser les fosses communes, à prendre les mesures géographiques, les GPS. Il faut savoir que ces coordonnées GPS, nous les donnons après à une organisation juive qui va se charger d'enterrer dignement tous ces juifs qui ont été ensevelis sous terre. Donc déjà, il y a un aspect humain non négligeable et bien sûr après il y a l'aspect historique, c'est-à-dire que justement on fait progresser la science historique parce qu'on parle souvent pour la Shoah de devoir de mémoire. Et effectivement, il y a un devoir de mémoire, mais plus encore, en tout cas pour la Shoah à l'Est, la Shoah par balle, il y a un devoir d'histoire parce qu'on est en train seulement, en 2012-2013, on est en train seulement d'établir les faits. Donc il y a d'abord un devoir d'histoire déjà, dans un premier temps. Donc un devoir d'histoire, et est-ce que les témoignages que vous recueillez vous amènent ou amène certaines autorités à engager des poursuites pénales envers certains responsables, ou c'est peut-être pas le but affiché? Alors nous, c'est pas notre but parce qu'effectivement on se place davantage du côté des victimes. Il faut savoir aussi que les populations locales qui ont collaboré, par exemple les collabos ukrainiens ou bélarusses ou russes, etc., beaucoup ont été jugés donc en 44-45 lors de la reconquête du territoire, et le jugement a été en général assez expéditif. Bref. Contrairement d'ailleurs à beaucoup de tueurs donc allemands ou autrichiens qui ont pu passer aux mailles du filet. Donc encore une fois, notre travail, nous, c'est d'abord les victimes, reconstituer les circonstances donc des crimes et localiser concrètement, grâce aux témoins qui ont tout vu, parce que la scène du crime n'a pas bougé également depuis la Seconde Guerre mondiale, localiser donc précisément donc les fosses communes. Ça ne veut pas dire qu'il y a que des fosses communes donc en Europe de l'Est, mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. Et aujourd'hui, encore une fois, on peut être face à un champ, par exemple, qui est une fosse commune ou une route, ou je ne sais quoi. Donc, un autre sens pour Yarad Inunum, pour le père Patrick Desbois, ne rien faire
ça presque tué 2 fois ces pauvres victimes. Donc il faut quand même leur rendre leur humanité, et ne serait-ce qu'en leur redonnant leur statut de victime, on leur redonne leur statut d'homme. Pourquoi cette volonté de Yarad Inounoum de faire ressortir toutes ces atrocités? Pourquoi cet acharnement à rassembler toutes ces preuves, région par région, d'identifier les lieux où sont inhumées les victimes? Plusieurs raisons selon Pierre-Philippe Preux. D'abord, pour que justice soit rendue à la vérité. On est en 2012-2013, est-ce qu'on peut faire comme si ça n'avait jamais eu lieu? Alors, à mon sens, c'est pas possible. Donc on a vraiment un devoir d'humanité, si je puis dire. Même tout en se replaçant dans le contexte de la Shoah en général, n'oublions pas que Auschwitz-Birkenau fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là-bas, certes, principalement les victimes sont juives, mais pas que, déjà d'une part, et secondo aussi, ça nous appartient à tous, juifs ou pas. C'est notre mal à tous, notre mal, et nous l'avons en nous, et on doit justement être vigilant, parce que peut-être, comme disait Primo Levi, ce qui a pu arriver peut recommencer. D'où l'importance de ces conférences que vous donnez, vous notamment, auprès des plus jeunes, des lycéens. Oui, parce que souvent ils pensent que l'histoire est figée, que l'histoire c'est 1515 Marignan, etc. Non, là on leur démontre effectivement par A plus B que justement on a des nouvelles sources historiques, les archives soviétiques, les archives allemandes qui sont disponibles aujourd'hui, les témoins qui sont disponibles aujourd'hui qui n'étaient pas avant. Et donc on peut revoir un peu ce qu'on savait de cette époque-là avec à l'aune de ces nouvelles sources, et donc véritablement se rapprocher de la vérité de ce qui s'est passé. Et donc ça démontre aux élèves, aux apprentis, ou même aux adultes aussi que je rencontre, que effectivement l'histoire n'est pas figée et qu'elle se renouvelle sans cesse grâce à ces sources. Se réapproprier l'histoire avec toutes ses composantes, lumineuses et sombres, entretenir le devoir de mémoire non pas pour se tourner vers le passé, mais pour regarder vers l'avenir avec sérénité, c'est bien l'enjeu de ces conférences. Et à chaque fois, les jeunes qui y assistent se laissent profondément interpeller. Pour beaucoup, ça les prend aux tripes, si je puis m'exprimer ainsi, parce que ça leur montre que des jeunes qui avaient leur âge, 16-17 ans, parfois, devaient commettre des choses horribles et étaient complètement forcés. Et je parle pour par exemple, les réquisitionnés qui devaient par exemple tasser les corps, etc., ou pousser les corps dans la fosse, etc. Donc ça leur montre que peut-être aussi, s'ils avaient vécu dans une autre dimension, peut-être aussi à leur âge, on aurait pu leur demander de faire des choses vraiment absolument horribles, et qu'ils auraient gardé ça comme traumatisme dans leur tête toute leur vie. Le fait que nous, on aille sur place sur le terrain, ça permet aussi à ce que la parole se libère par rapport aux témoins qui, faut bien comprendre, n'ont jamais pu s'exprimer. Parce qu'on était encore avec Staline après la Seconde Guerre mondiale, et donc on pouvait pas s'exprimer par rapport à ce genre de choses, parce que si on s'exprimait par rapport à ce genre de choses, on risquait le goulag. Donc la parole, en fait, c'est tue jusqu'à ce que nous on arrive, et souvent même les témoins nous disent: ah mais si je parle, je vais aller au goulag. Donc nous, notre travail, c'est aussi de les rassurer, leur dire que le goulag, ça n'existe plus, que la période stalinienne n'existe plus. Voilà, c'était Pierre-Philippe Preux, membre de l'association Yarad Inounoum. Plus de renseignements sur les activités de l'association sur le www.yaradinounoum. Donc ça s'écrit YAHADINUNUM.org.